bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui avec nous et en ligne, puisqu'il y a un certain nombre, un nombre important de connexions. Donc nous sommes ravis de pouvoir vous accueillir pour ce séminaire organisé aujourd'hui par le CERCRIT dans le cadre de l'équipe 2, donc production et interaction normative. Et je suis très heureuse de recevoir mes chers collègues pour la présentation donc, de leur ouvrage. Hop, un peu de pub. Droit pénal, la contre-révolution silencieuse. Donc je suis très heureuse d'accueillir Eliette Ruby-Cavagna, qui est professeure de droit privé ici à l'université Jean Monnet et qui est spécialisée en droit pénal général et droit pénal Union européenne, essentiellement. Et qui dirige le Master 2 Justice, Procès, Procédure ici à la Faculté de droit de Saint-Étienne, et Joël Moret-Bailly, qui est également professeur de droit privé, alors spécialisé à la fois en droit pénal et sur les questions de conflit d'intérêts également. De déontologie généralement. De déontologie plus largement, et spécialement, donc tu es référent déontologue au CNRS, ainsi que référent laïcité, référent harcèlement et autres. Et tu co-diriges aussi le Master 2 Justice, Procès, Procédure, et vous allez en plus tous deux l'an prochain diriger l'option recherche des masters de la faculté de droit. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vous donner l'occasion de parler de votre récent ouvrage qui est intéressant, qui est différent de ce qu'on trouve habituellement en doctrine en droit pénal. Ce n'est pas un manuel de droit pénal, c'est votre lecture du droit pénal aujourd'hui et de ce qu'il dit par rapport à comment il a été conçu initialement. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous laisser un temps de présentation à deux voix de votre ouvrage, et ensuite nous aurons un temps d'échange avec le public ici présent et en ligne pour revenir sur certains aspects. On part sur 45 minutes de présentation. Oui, et ben, je vous laisse. Tu pourras nous rappeler à l'ordre. Oui, mais ne t'inquiète pas, je vous rappellerai à l'ordre. Merci beaucoup Marilyn. Alors aujourd'hui, je ne suis pas co-responsable de l'axe 2, mais je suis invitée par Marilyn Grange. Donc merci Marilyn pour cette invitation. Donc on va développer ensemble avec Joël un petit peu le résumé de ce que nous avons écrit. On ne pourra évidemment pas tout développer, donc on attend bien sûr vos questions. N'hésitez pas, c'est véritablement un échange que nous souhaitons. Je suis aussi impatiente d'entendre la réaction de mes collègues publicistes, parce qu'on développe beaucoup de droit public dans cet ouvrage. Donc voilà, place à l'échange. Donc tout de suite, je laisse la parole à Joël, qui va vous expliquer notre projet. Oui, c'est moi qui vais effectivement commencer par ça. Alors, je vais commencer évidemment par des remerciements, parce que c'est toujours très agréable de pouvoir prendre la parole sur une de ces productions, parce qu'on y met beaucoup de choses, beaucoup de soi-même dans ce genre de production. Et donc, on est très heureux de les présenter et d'échanger autour de ça, dans ce lieu qu'est l'université, qui est un lieu essentiellement d'échange, qui est fait pour ça. Et puis, l'université, c'est la recherche, c'est également l'enseignement, et je le dis parce que cet ouvrage est né de l'enseignement. Il est né de l'enseignement, et notamment du fait que, dans nos amphis respectifs, quelles que soient les matières en droit pénal, très souvent, on exposait des choses en disant « ce sont les grands principes ». Et puis, dans les développements postérieurs, on se disait « quand même, il y a tellement d'exceptions qu'on se demande vraiment si les principes qu'on a présentés sont réellement à l'œuvre ». Et c'est de cet écart qu'est né cet ouvrage, en se disant, mais entre ce qu'on présente, ce qu'on dit de ce qu'est le droit pénal et ce qu'il est censé être, et la réalité du droit pénal tel qu'on peut l'apercevoir, il peut y avoir un hiatus et il faudrait explorer ça. Donc c'est vraiment cette logique qui est à l'œuvre. Et pour le comprendre un petit peu mieux, je vais commencer par une citation de Robert Badinter en préface du traité d'Élysée des peines de Beccaria. Et Robert Badinter dit en 1991, ou écrit en 1991, « Le juriste européen constate ainsi l'actualité d'une œuvre vieille de plus de 2 siècles, avec l'idée selon laquelle Beccaria est toujours parmi nous et ça marche. » Ça marche, mais avec peut-être quelques nuances, quelques aménagements. Ce qu'on a cru comprendre en travaillant sur cette évolution
2 siècles et demi, quasiment 3 siècles, on va dire depuis le début du XVIIIe siècle, depuis le milieu du XVIIIe siècle, pardon. Ce qui nous a posé difficulté, c'est pas tant que le système évolue. Ça, c'est normal, tout système évolue, la société n'est pas du tout la même aujourd'hui qu'il y a 3 siècles, il n'y a pas de problème vis-à-vis de ça. Ce qui nous a posé une difficulté, c'est un écart entre ce qu'on constatait du droit pénal aujourd'hui et le discours, qui est un discours de permanence, qui est un discours d'absence d'évolution. Ça nous embêtait. Ça nous embêtait parce que c'était silencieux. C'est pas dit, je ne crois pas que ça soit dit ailleurs, ou c'est dit par bribes, et en tout cas, c'est pas dit de manière transversale, comme on a essayé de le faire, en prenant à la fois le droit pénal général, le droit pénal spécial, le droit pénal des affaires, procédure pénale, droit de la peine, enfin tout ça, on a essayé de le passer un petit peu au crible pour comprendre ce qu'il en était. C'est silencieux, mais à la limite, ça pour un universitaire, c'est bien, parce qu'on met à jour des choses qui ne sont pas connues, et donc ça, c'est un bonheur. Mais ce qui était plus grave, c'est que pour nous, le pénal, évidemment, ce sont des libertés publiques. Et s'il y a un hiatus en termes de liberté publique entre ce qu'on prétend et ce qui est, c'est beaucoup plus grave pour tous les citoyens. Donc ça nous a vraiment amené à vouloir essayer de mettre à jour un certain nombre de difficultés. Décalage, pour pas dire quelquefois hypocrisie dans les discours. Hypocrisie pour ne pas dire tartufferie. Voilà, c'est ce qu'on veut explorer. Alors, point de départ, normalement je suis censé avoir 8 minutes pour l'intro, ça va être compliqué. Point de départ, je vais vous citer quelques petites choses de Beccaria, parce que c'est ça qu'on prétend être permanent aujourd'hui. Quelques petites citations du traité d'Élysée des peines. La première conséquence des principes est que les lois seules peuvent fixer la peine des crimes, et que ce droit ne peut résider que dans la personne du législateur. Ça, c'est évidemment très connu. Principe de la légalité criminelle. On pose question par rapport à ça. C'est Eliette qui va beaucoup le développer tout à l'heure. Deuxième citation. Les réflexions précédentes amènent naturellement cette assertion. C'est que la vraie mesure des crimes est le tort qu'ils font à la nation et non l'intention du coupable. L'une de nos thèses, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'intention du coupable qui fait essentiellement la pénalité, et pas des éléments objectifs qui sont la violation de la valeur sociale. Troisième réflexion de Beccaria. Les réflexions précédentes amènent à naturellement cette assertion. Non, c'est ce que je viens de lire, pardon. La suivante. Là, on passe sur la peine. Pour que le châtiment soit suffisant, il faut seulement que le mal qui en résulte surpasse le crime. Encore doit-on faire entrer dans le calcul de cette équation la certitude de la punition et la perte des avantages acquis par le délit. Toute sévérité qui excède cette proportion devient superflue et par cela même tyrannique. Alors, il y a un mot important, évidemment, c'est de la tyrannie pour Beccaria si on va au-delà de cette juste proportion. Et aujourd'hui, quand on regarde le droit de la peine, on se demande si on n'a pas quelque chose qui est relativement arbitraire dans la fixation des peines. Et quand on regarde la mise en œuvre du droit pénal par l'administration, c'est encore plus arbitraire. On se demande bien ce qui conduit une administration à un moment donné à déclencher une action pénale ou pas. Ça, c'est Beccaria. Et puis, évidemment, on travaille sur 2 siècles et demi. Donc, il y a des moments historiques clés où il y a des choses qui basculent. Les choses qui basculent, on a repéré un premier moment qui est le dernier quart du XIXe siècle, avec l'invention de la criminologie, qui va donner lieu à tout un développement de mécanismes pénaux qui renvoient à la subjectivité de la personne et non aux faits objectifs. La criminologie, très clairement, elle est là contre le droit pénal classique. Et elle le dit, c'est son projet. Il faut arrêter cette histoire de référence à la loi, il faut faire autre chose. Donc ça, c'est un premier moment historique de bascule. On va développer. Il y a un deuxième moment historique qui est une période qui se développe depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc ça s'accélère, hein, on a 1 siècle et demi à peu près, enfin 1 siècle à peu près stable, et puis les choses s'accélèrent. Donc depuis la Seconde Guerre mondiale, on a évidemment la montée en puissance de l'État, et notamment du pouvoir exécutif, au détriment du pouvoir législatif. Et puis une montée en puissance, non pas du pouvoir exécutif au sens politique, mais de l'administration au sens institutionnel, avec une augmentation de ce qui est appelé par tout un tas de personnes le droit pénal administratif, c'est-à-dire un droit pénal qui est là pour sanctionner le manquement à des règles administratives. Et ça change complètement le droit pénal. Aujourd'hui, c'est 97% des règles pénales qui appartiennent à ce droit pénal administratif, adjuvant d'autres règles. On va y revenir. Et puis, on a une augmentation également depuis 1945 de l'influence du droit européen,
alors, des droits européens, droits de l'homme et Union européenne, sur le droit pénal. Alors là, avec quelque chose d'un peu différent, Eliette aussi va beaucoup développer ça, qui est la montée en puissance des juges, notamment des juges des droits de l'homme. Alors que pour Beccaria, c'était de la loi et il ne fallait pas de juge. Et là, on a une montée en puissance du juge, et avec une chose qui peut être très paradoxale par moment, qui est que le juge peut défendre une vision très classique du droit pénal contre d'autres évolutions. Troisième période très importante, depuis les années 70, on a une montée en puissance d'une politique sécuritaire. Il y a des enjeux sécuritaires en politique et ça donne le développement d'un certain droit pénal qu'on a appelé un droit pénal d'ordre public qui, en gros, est la sécurité routière et la lutte contre les stupéfiants. Et ce n'est pas marginal, c'est aujourd'hui 50% du contentieux pénal. Donc 50% du contentieux pénal aujourd'hui n'obéit absolument pas à ce qu'il était ou ce qu'il est censé être quand on lit Beccaria. On vous parlera également un petit peu tout à l'heure du droit pénal de l'ennemi. Droit pénal de l'ennemi, en gros, c'est lutte contre le terrorisme. On veut prendre le délinquant et le faire sortir du système pénal pour le traiter comme un ennemi, pour éviter de lui donner les garanties du droit pénal. Ça aussi, dans le système, c'est quand même quelque chose qui pose question. Et puis, dans la période contemporaine, on a un enjeu, mais qui est là depuis une dizaine d'années, qui est le développement d'une logique de conformité, de compliance, disent les anglo-saxons. Et là, c'est très, très différent du modèle classique. Il ne s'agit pas de dire, vous violez les règles pénales, vous en paierez les conséquences. Il s'agit de dire, en interne, on fait en sorte de construire des mécanismes pour éviter que vous violiez les règles. On est complètement dans un monde radicalement différent de celui que Beccaria envisageait. Ce qui nous a amené dans l'ouvrage, et puis on va renvoyer à ça dans notre exposé, ce qui nous a amené à envisager trois parties. La première partie, on l'a appelée la responsabilité subjectivisée, contrairement à la volonté d'objectivité beccarienne. Deuxième partie, la légalité dévoyée. C'est Eliette Rubicavagna qui en parlera. On a choisi un mot fort, dévoyé. On vous expliquera pourquoi. Troisième partie, l'extension du domaine de la pénalité. Le droit pénal touche beaucoup plus de choses dans la société qu'il ne touchait il y a quelques années. Voilà. J'ajoute un petit point, puisqu'on est entre chercheurs, qui est que le résultat de notre recherche, ce qu'on croit avoir compris dans l'ouvrage, est assez différent de ce qu'on imaginait au départ. On avait un projet, et en travaillant, évidemment, ça a évolué, et ce qu'on pensait faire, on a fait quelque chose de relativement différent, mais c'est la beauté de l'exercice, c'est la grande joie de la recherche, et on en est très content. Voilà, à peu près. Ça, c'était pour les quelques propos introductifs. Je vais vous donner quelques éléments qui sont les éléments qui nous paraissent saillants dans la première partie de l'ouvrage, à présent. Une dizaine de minutes. Première partie qu'on a appelée la responsabilité subjectivisée. Subjectivisée, encore une fois, Beccaria, le droit pénal, c'est objectif, et ce qui fait la vraie mesure de la peine, ce n'est absolument pas l'état d'esprit du délinquant, c'est l'acte. L'acte en tant que violation d'une valeur sociale. Plus la valeur sociale violée est importante, plus la peine est importante. Et l'individu n'apparaît pas. Ouvrez le code pénal aujourd'hui, on vous dit le vol est puni de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. L'assassinat est puni le meurtre est puni de circonstance aggravante. Ce sont les comportements qui sont sanctionnés, pas les individus. Ça, c'est le point de départ. Sauf que, on a, et je vous l'ai dit tout à l'heure, d'un point de vue historique, une montée en puissance d'une logique qui s'intéresse à la dangerosité du délinquant. Cela, depuis l'invention de la criminologie, autour de l'œuvre de Lombroso notamment, c'est 1876 pour cette publication, notamment de L'homme criminel. Et c'est extrêmement important parce que c'est historiquement daté. C'est pas évident, c'est pas naturel. Aujourd'hui, quand on parle du délinquant, naturellement, on parle de quelqu'un de dangereux. C'est historiquement très daté, ça a 1 siècle et demi, cette histoire-là. Avant, on ne le pensait pas du tout comme ça. Et ce qui est fondamental, c'est que la criminologie est construite contre les Lumières, contre la philosophie des Lumières, en disant « ça va pas, cette histoire de la loi. Il y a des individus dangereux qui, parce qu'ils ne violent pas la loi, échappent à la répression. Il faut faire autre chose. » Il y a aussi un élément très important, qui est que la philosophie pénale du XVIIIe siècle, c'est des philosophes et des juristes. Beccaria était évidemment juriste, il était juge à Milan. La criminologie, ce sont des médecins. Pour aller très vite, ce sont des médecins
Puis il y a une deuxième génération avec des juristes, etc., qui rejoignent, mais c'est vraiment l'idée d'une naturalité du crime versus une légalité du crime. On est sur des modèles complètement différents. Il y a des conséquences techniques extrêmement claires. Par exemple, les mesures de sûreté sont nées de la criminologie. Il n'y avait pas de mesures de sûreté avant la fin du 19e siècle. On les invente à ce moment-là en disant « Oui, mais quand le délinquant est dangereux, il faut faire en sorte de prendre en charge sa dangerosité. » Donc ça, c'est très nouveau. Je ne peux pas m'empêcher quand même de souligner les liens entre les théories positivistes qui résultent de cette approche de la criminologie et les régimes totalitaires. Les régimes totalitaires qu'on a malheureusement connus au XXe siècle, qu'ils soient d'abord politiques ou de l'autre, ont systématiquement mis en avant les approches de la criminologie pour justifier la lutte contre des individus dangereux, contre l'État, contre les régimes, contre l'idéologie, etc. Donc il y a quand même des ferments un peu problématiques dans l'utilisation politique de cette invention qui est la criminologie, il y a quelques dizaines d'années ou un siècle et demi à présent. Et puis, il ne faudrait pas croire que l'approche lombrosienne, alors qu'on peut qualifier d'un peu fruste, qui est ouvertement et explicitement raciste, raciale, qui s'intéresse à la forme du crâne, on peut trouver ça un peu fruste. Sauf qu'aujourd'hui, on a exactement le même programme dans des programmes de recherche de neurosciences où on cherche la configuration cérébrale du criminel, comme on a eu la recherche du gène du crime dans les années 60. C'est exactement la même logique, c'est trouver la naturalité du crime, au lieu de dire le crime est une violation de la loi. Donc c'est une approche qui n'est absolument pas morte, elle est même extrêmement vivante aujourd'hui, et toujours portée par des approches intellectuelles qui ont rapport à la nature, à la permanence, que ce soit la biologie, que ce soit la médecine, etc. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait frappant. Il y a une résistance à ça, immédiatement d'un point de vue intellectuel, et puis on pourra développer dans les réponses, que là, sinon je vais prendre trop de temps. Il y a une résistance qui est celle de la sociologie criminelle. La sociologie criminelle est un allié objectif des juristes dans cette histoire-là, dans cette histoire intellectuelle, en disant « mais le crime est une création sociale, la façon de punir les personnes », le fait de, alors même qu'il y a une loi, de choisir que certaines personnes doivent être sanctionnées et pas d'autres par des mécanismes institutionnels, policiers, judiciaires, etc. La sociologie criminelle va dans le même sens que les analyses que les juristes peuvent produire à ce propos. Et d'ailleurs, on a fait une intervention avec Eliette au CESDIP, le centre d'études de sociologie et des institutions pénales, qui est le gros centre de recherche CNRS de sociologie criminelle. On va dire on était un peu chez nous intellectuellement. C'était assez facile de ce point de vue-là. Ça, c'était le premier point. Je vais aller plus vite sur les autres. Autre point dans cette subjectivisation, l'évolution des techniques d'incrimination. Quand on regarde techniquement, ça c'est droit pénal général et droit pénal spécial, quand on regarde techniquement, quand on enseigne, eh ben, il y a certains mécanismes de base, la tentative, la complicité, où on se dit « Ah !» Et d'ailleurs, c'est très théorisé comme ça depuis très longtemps, il y a une subjectivisation. Et ça, c'est pas du tout quelque chose qu'on aurait inventé, c'est ce qu'on trouve dans tous les ouvrages de droit pénal général. Mais on a quand même des... Je vais vous donner quelques exemples. En matière de tentative, une personne... casse des vitres de voiture pour essayer de, sans doute, piquer ce qu'il y a dedans. Et puis, elle va frapper à une maison, et on se demande si elle ne voudrait pas cambrioler la maison. Eh bien, la personne va être sanctionnée pour tentative de cambriolage, alors qu'elle a frappé à la porte, que quelqu'un a ouvert la porte, et que, voyant cela, la personne est partie. Où est le commencement d'exécution là-dedans? En tant que pénaliste, on se pose vraiment la question, et en fait, on se dit, ben, vu le contexte, la personne avait sans doute la volonté de cambrioler, sans doute, encore faudrait-il le prouver, mais sans doute la volonté de cambrioler, mais dans l'exemple que je vous donne, qui est un arrêt de la Cour de cassation, bah, à l'évidence, l'état d'esprit prévaut sur la réalité du fait, alors que la tentative, normalement, suppose un commencement d'exécution et une absence d'ajustement volontaire. On a aussi un truc très connu en matière tentative, qui est l'infraction impossible. Je tire sur un cadavre. Ben, évidemment, je ne peux pas tuer la personne, elle était déjà morte. Ah ben oui, mais la Cour de cassation considère que si, parce que l'état d'esprit du délinquant, c'était vraiment de tuer la personne. Donc même si elle était déjà morte, donc c'était plus une personne, il y a quand même un meurtre, voire un assassinat. Là, on est vraiment dans la subjectivisation. On peut multiplier les choses, on a donné un certain nombre d'exemples
dans l'ouvrage, notamment des qualifications qui incluent les mobiles de la personne, c'est-à-dire pas l'acte qui porte atteinte à la valeur sociale protégée, mais pourquoi vous avez fait. Typiquement, la répression du terrorisme. Le terrorisme, ce sont des infractions habituelles dans un but terroriste. Donc c'est le mobile qui crée une augmentation de la peine. Typiquement, on est sur une logique de subjectivisation. Je vous passe le raffinement de l'élément moral qui ne faisait pas l'objet de règles jusqu'en 1994. Aujourd'hui, fait l'objet d'un article qui fait quasiment une page, avec 5 alinéas, avec tout un tas de choses extrêmement subtiles sur le lien de causalité. Bref, ce raffinement-là montre une attention particulière à l'état d'esprit du délinquant. Bon, on a multiplié les exemples dans l'ouvrage par rapport à ça. Je vous l'ai dit également tout à l'heure, on a vu dans les années 70 l'avènement d'un droit pénal qu'on appelle le droit pénal de l'ennemi. Le droit pénal de l'ennemi, c'est quoi? C'est terrorisme. Alors terrorisme, on va dire d'extrême gauche dans les années 70, en Italie, en Allemagne. Là, ça a été théorisé par des Allemands au départ. Terrorisme basque entre l'Espagne, ça a été beaucoup repris dans l'Espagne, c'est parti en Amérique du Sud à partir de l'Espagne. Évidemment, ça a été revitalisé à partir des attentats de 2001. L'idée, c'est de dire, il y a des personnes qui font des choses tellement abominables, avec une volonté tellement antisociale, qu'en fait, ils sortent du pénal. Et on va les traiter autrement, on va les traiter comme des ennemis. On va appliquer le droit de la guerre et pas le droit pénal. Mais qu'est-ce qui fait le critère? Le critère, c'est l'état d'esprit de la personne. Et là encore, on est sur une logique parfaitement subjective et avec une logique qui est, ce qui compte, ce n'est pas l'atteinte à la valeur sociale, je reviens à Beccaria, c'est votre volonté réellement antisociale qui fait monter en goût les possibilités répressives. Et puis je termine évidemment, il n'y avait pas 5 chapitres? Si, il y en a 5, pardon. Non, je vais passer par la question de la peine. La question de la peine, je vais aller très vite, je vais vous lire 3 articles. Je vais vous lire 3 articles du Code pénal aujourd'hui. La peine, je vous rappelle, pour Beccaria, l'aune de la peine, c'est l'atteinte à la valeur sociale. C'est ça qui fait la valeur de la peine. Et d'ailleurs, quand vous prenez le Code pénal a priori, plus l'infraction est grave, plus le maxima de la peine est élevé. Donc c'est encore construit comme ça, mais avec, quand on va sur les règles, non pas relatives aux infractions, mais sur les peines, un certain nombre d'éléments supplémentaires. Article 130-1 du Code pénal. Afin d'assurer, et vous allez voir déjà qu'on ne s'occupe pas que de la valeur sociale, afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonction, petit 1, de sanctionner l'auteur de l'infraction, petit 2, de favoriser son amendement, son insertion et sa réinsertion. Je suis juge, comment je fais pour faire tout ça à la fois? Vraiment, c'est compliqué, mais ça vous montre que on n'est plus sûr. La peine est là pour compenser symboliquement le dommage subi par la société, l'atteinte à sa valeur sociale, ce qui est l'origine du système. Article 132-1, on est sur le régime de la peine. Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée. Individualisation, subjectivisation. Ce n'était pas du tout dans le programme d'origine. Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l'article 130-1. La personne est au cœur du système et de la fixation de la peine. Je vous fais grâce des modalités de personnalisation de la peine de l'article 132-24 que vous pourrez aller voir si ceci vous intéresse. Je termine par la satisfaction de la victime. Bon, on le sait tous, la victime, a priori, c'est pas du pénal, puisque le pénal, c'est l'État qui demande des comptes à un citoyen quant à sa moralité sociale. Et on sait que depuis la fin du XIXe siècle, il y a une montée en puissance des possibilités de constitution de partie civile, soit personne individuelle qui a souffert de l'infraction, soit même la création, entre guillemets, de victimes collectives qui peuvent agir pour défendre une partie de leur objet social. Bon, c'est cadré, ce sont les articles 2 et suivants du Code de procédure pénale, c'est pas n'importe quelle association, mais aujourd'hui, je crois, il y a 13 ou 14 catégories de victimes qui peuvent agir, plus que ça. Donc là, on a vraiment une logique on peut déclencher le pénal parce qu'il y a une souffrance individuelle ou l'atteinte à des valeurs collectives, on va dire, mais
alors que le système originaire veut mettre la victime de côté, ou en tout cas la question ne se pose même pas de la présence de la victime dans le système pénal. La victime aujourd'hui a en outre nombre de pouvoirs procéduraux, elle peut faire appel d'un certain nombre d'actes, notamment d'enquête, d'instruction, etc. Voilà ce qu'on essaie de développer dans la première partie. Alors, à titre de conclusion, petit rappel, le but du droit pénal révolutionnaire était de mettre le citoyen sous la protection de la loi, en ne le jugeant pas, mais en jugeant ses actes. Il fallait justement ne pas juger l'individu pour éviter l'arbitraire. Juger l'individu, c'était mettre du subjectif, donc de l'arbitraire. Donc on voulait juger les actes, objectivement et pas les individus. Dans ce cadre-là, et pour revenir au titre de l'ouvrage, tout ce que je viens de vous dire, les évolutions qu'on décrit, sont au sens propre contre-révolutionnaires. Voilà. Et on a à peu près la même chose dans la deuxième partie à propos de la légalité. Seconde partie sur la légalité dévoyée. Alors, un mot extrêmement fort dont on a beaucoup discuté ensemble et finalement que nous avons adopté parce qu'il nous semble qu'il marque bien l'évolution majeure et la distance qu'on a pris vis-à-vis du cœur de la proposition de Cesare Beccaria. Puisqu'avec ce principe de la légalité des délits et des peines, on sait qu'on est véritablement au cœur de la proposition politique, au sens premier du terme, de Cesare Beccaria. Avec l'idée pour Cesare Beccaria, vous le savez, de tout à la fois contrôler ou limiter le pouvoir exécutif dans les contraintes imposées aux personnes qui commettent des infractions pénales et bien sûr de placer le juge sous la coupe de la loi et comme un exécuteur de la loi. C'est le projet. Or, aujourd'hui, quand on regarde les transformations, ce à quoi on arrive comme conclusion, c'est en réalité que la loi est totalement en recul et que les deux pouvoirs que Beccaria voulait soumettre à la loi sont ceux aujourd'hui qui occupent le devant de la scène. Alors, premier pouvoir qui occupe le devant de la scène, celui qui historiquement est arrivé, premier, c'est le pouvoir exécutif. Ce pouvoir exécutif, on l'a qualifié d'omniprésent dans la construction du droit pénal. Omniprésent parce que depuis la Ve République, évidemment, il a le pouvoir de créer des contraventions. Et ça n'est pas négligeable. Avec les contraventions de 5e classe, quand elles sont créées en 1958, il y a une peine d'emprisonnement de police. Donc ce n'est pas du tout négligeable. Parce que ce pouvoir exécutif, c'est la deuxième illustration, il a la maîtrise du processus législatif et il légifère par ordonnance et il crée des incriminations pénales par ordonnance. Le champ pénal n'est pas distinct des autres domaines dans lesquels le pouvoir exécutif peut intervenir. Et puis cette omniprésence, elle se traduit aussi dans la création du droit pénal de l'Union européenne. L'exécutif se trouve à tous les stades de cette création, dans la négociation des directives qui harmonisent les incriminations pénales et les peines, et ensuite dans la transposition. Où est le Parlement dans cette... quelle place trouve le Parlement ? Bien, c'est simple, quand on lit les travaux préparatoires, généralement, les parlementaires s'auto-limitent ou se rappellent entre eux qu'il s'agit de procéder à la transposition et que donc il ne faut pas toucher le texte qui est proposé par l'exécutif. Donc, plus de place pour le Parlement, ou très peu de place pour le Parlement. Deuxième pouvoir qui monte en puissance est encore plus évident, c'est la montée en puissance des juridictions. Alors, cette montée en puissance des juridictions, elle se traduit par le fait que ces juridictions s'exercent à travers deux pouvoirs qui étaient absolument inconcevables pour Cesare Beccaria. Dans un premier temps, interpréter la loi pénale, puisqu'il faut bien penser que pour Cesare Beccaria, l'interprétation, c'est de la création. Or, aujourd'hui, évidemment, nul ne met en doute que la Cour de cassation procède à l'interprétation du droit pénal, et on peut même qualifier les juridictions, on pourrait dire, de co-rédactrices des incriminations, tant l'interprétation est imbriquée
même aux qualifications pénales, ce qu'autorise d'ailleurs la définition large de la légalité qui a été promue par la Cour européenne des droits de l'homme et qui donne une légitimité à cette interprétation. Et puis, deuxième pouvoir qui est encore plus remarquable, j'allais dire même extraordinaire au sens premier du terme, c'est le pouvoir de contrôler la loi pénale. Aujourd'hui, tous les juges peuvent contrôler la loi pénale. C'est vrai de la Cour européenne, c'est vrai du Conseil constitutionnel, mais c'est vrai du juge judiciaire, du juge pénal, du premier degré jusqu'à la Cour de cassation. Alors, ce contrôle, il est extrêmement intéressant parce que ce contrôle, il passe par les droits fondamentaux. D'accord ? Il se présente sous le contrôle du respect des droits fondamentaux, mais à travers le respect des droits fondamentaux, progressivement, et ça nous vient évidemment du mouvement initié par la Cour européenne des droits de l'homme, ce qu'on contrôle dans la loi pénale, c'est le point de savoir s'il s'agit d'une mesure nécessaire dans une société démocratique pour porter atteinte à la liberté d'expression ou à la liberté d'aller et de venir ou à la liberté religieuse ou à l'expression de la vie privée. Ça passe par cette nécessité dans une société démocratique. Et ce faisant, on apprécie ainsi la nécessité des délits et des peines. C'est la nécessité même de la qualification pénale, c'est la nécessité même de la condamnation pénale qui va être appréciée de cette façon-là. Alors, on l'a vu d'abord au niveau de la Cour européenne qui condamne la France dans l'arrêt Colombani. La France est obligée de supprimer le délit d'offense à l'égard d'un chef d'État étranger, que la Cour européenne considère comme non nécessaire. On le voit, alors là, il s'agit de la condamnation dans l'arrêt Éon, c'est la condamnation de la sanction pénale. C'est l'arrêt Éon, pour ceux qui ne l'auraient pas en tête, c'est l'individu qui avait brandi la pancarte « Casse-toi, pauvre con » au passage de Nicolas Sarkozy, qui avait été condamné à la peine de 30 € avec sursis, d'accord ? 30 € avec sursis, condamnation qui a été jugée disproportionnée par la Cour européenne. D'accord ? Donc voilà, c'est l'appréciation de la nécessité de la condamnation. Cette appréciation de la nécessité de la condamnation, elle va avoir un impact sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Dans un premier temps, le Conseil constitutionnel est très prudent. Très prudent, il considère qu'il a un motif qui revient très régulièrement. L'article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir d'appréciation et de décision identique à celui du Parlement. Et il censure, de façon très rare, les erreurs manifestes d'appréciation. On a quelques exemples à se mettre sous la dent, mais c'est rare. Changement de tonalité depuis 2016. Changement de tonalité depuis 2016, le Conseil s'est engagé dans un contrôle de la nécessité des délits et des peines dans des termes qui sont très proches de ceux qui ont été adoptés par la Cour européenne dans le cadre de son contrôle. Et venons-en maintenant aux juges que l'on qualifie d'ordinaires, aux juridictions pénales. Ces juridictions pénales, sous l'impulsion de la Cour de cassation, aujourd'hui, elles exercent un contrôle abstrait de la conformité des normes pénales au dispositif de la Convention européenne. Donc, elles apprécient la nécessité de la qualification ou de l'incrimination pénale. Alors, les censures ne sont pas si fréquentes, mais l'impact est majeur. Ça veut dire que le juge du tribunal judiciaire peut conduire à écarter une loi pénale. Inconcevable pour Cesare Beccaria, qu'un juge puisse reprendre la main sur la loi pénale, neutraliser une incrimination. Et puis, développement plus récent, évidemment, depuis 2016, le contrôle concret qu'a reconnu la Cour de cassation et par lequel
elle contrôle et elle invite les juges du fond à contrôler que l'application qui a été faite dans une affaire donnée est bien conforme à la stricte nécessité au regard de l'ordre public ou au regard de l'intérêt public tel que prévu par la Convention européenne. Exemple très concret, ce sont les différentes instances qui se sont développées à partir des affaires dites des décrocheurs du président de la République. Ils volent en réunion et là, un certain nombre excipent le droit à leur liberté d'expression. Les juges pénaux, les juges judiciaires se sont trouvés devant l'obligation, puisque la Cour de cassation le pose comme une obligation, de contrôler, de procéder à une balance des valeurs entre que dois-je privilégier, la valeur protégée par la loi pénale, c'est-à-dire la préservation du droit de propriété, ou alors la liberté d'expression qu'excipe le requérant pour obtenir la relaxe. Et ce sont donc les juges qui se trouvent en situation d'arbitrer les valeurs. Dois-je sacrifier la valeur protégée par la loi à la valeur qui est invoquée et au titre de laquelle la personne se revendique dans le cadre de la protection assurée par la Convention européenne. Alors, ces différentes transformations ont suscité une interrogation qui est des plus fondamentales, on a trouvé, c'est la question de la légitimité ici. Puisqu'on a, un conflit de légitimité, on a une loi qui a un fondement démocratique, même si effectivement il y a une emprise très importante par le pouvoir exécutif, mais elle conserve encore un fondement démocratique, d'un côté, et de l'autre, on a la légitimité des droits de l'homme qui, donc, permet d'écarter la légitimité démocratique. On a évoqué dans l'ouvrage le fait qu'il y avait parfois la légitimité des droits de l'homme était en train de surplomber la légitimité démocratique. Et cela, évidemment, cela nous pose question dans la mesure où il n'y a pas eu de débat, ou du moins enfin de croire qu'il y a une légitimité démocratique. Alors, ça nous pose question à nous, mais ça pose question aussi à un certain nombre de magistrats. Dans l'affaire des décrocheurs que je vous citais tout à l'heure, il y a une cour d'appel qui était la cour d'appel de Bordeaux et qui a dit clairement dans son arrêt, qui a dit « mais moi, je n'ai pas à juger la loi. Je n'ai pas à dire si le vol peut être un moyen d'expression. Moi, je dois appliquer la loi. » Donc, cela suscite question. Et c'est pour ça que la dimension silencieuse nous pose question. Cette dimension silencieuse, elle apparaît aussi s'agissant de l'extension du champ pénal, hein, qui est la troisième partie que nous développons dans l'ouvrage et sur laquelle Joël va nous dire quelques mots. Oui, ça va être bref. Je vais lancer quelques éléments et puis peut-être que dans le débat, nous aurons des questions là-dessus. La troisième partie, on l'a appelée l'extension du domaine de la pénalité. Il y a du pénal partout aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment l'idée. Le pénal est partout. Alors que dans les discours habituels, encore dans les enseignements qu'on fait en droit pénal général, on dit, je reprends un certain nombre d'expressions, on parle d'exceptionnalité du droit pénal, on parle de subsidiarité, on parle du caractère discontinu du droit pénal. Je vais citer Mireille Delmas-Marty, il doit être exceptionnel, de recours extraordinaire, réservé aux cas les plus graves. Je cite Emmanuel Dreyer, la répression pénale ne doit être prévue que de manière exceptionnelle, les règles pénales devant constituer l'ultima ratio de la réaction sociale. Donc ça, c'est vraiment, il y a plein de sanctions imaginables, et puis quand vraiment c'est très très grave, on arrive au pénal. Alors ça, on n'est plus du tout là-dedans, mais plus du tout. On a, et je l'ai signalé tout à l'heure, le développement d'un droit pénal administratif depuis en gros 1945. Aujourd'hui, on a 16 000 infractions en droit français, 16 000. Il y en a 400 dans le code pénal. Donc il y a 97% du droit pénal qui est en dehors du code pénal, qui en gros est dans des codes administratifs, le code du blé, le code des débits de boissons, le code de la santé publique, et qui dit vous devez respecter les normes administratives, si vous ne le faites pas, vous êtes pénalement sanctionnable.
Donc il y a du droit pénal de partout. Je vous rappelle ce qu'on disait au XIXe siècle, il faut que le citoyen le moins informé comprenne la règle pénale et soit capable de la détecter par avance. Alors aujourd'hui, soit c'est strictement impossible en disant qui peut connaître 16 000 infractions, moi je ne les connais absolument pas, et puis de toute façon c'est un droit pénal extrêmement technique, ou alors on dit si c'est fait, de toute façon tout est pénalement sanctionné aujourd'hui, donc c'est assez facile, il faut respecter toutes les règles, sinon vous avez une sanction pénale à la clé. Et là ça règle le problème. Évidemment, on est aux antipodes de ce qui est censé être prévu. Ça, c'est un premier élément. Et en plus, on est dans ce droit pénal dit administratif, dans une logique parfaitement disciplinaire. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas, vous êtes un citoyen libre, vous faites des choix, mais si vous violez une valeur sociale fondamentale, vous êtes puni. C'est, vous respectez les règles. C'est exactement le contraire. Le code pénal ne dit pas ça, il ne dit pas qu'on doit respecter les règles. Le droit pénal administratif dit qu'on doit respecter les règles. J'ajoute un troisième élément. Ce droit pénal, on le trouve très rarement devant les juridictions. Très, très rarement. Exceptionnellement. Ça signe un échec de l'administration à faire plier l'administré. Mais alors, quand on le trouve devant une juridiction, ce qui peut arriver, est-ce qu'on n'est pas loin de l'arbitraire? C'est imprévisible, c'est totalement imprévisible. Et donc on aura un retour de l'arbitraire par cette décision administrative qui n'est jamais motivée, dont on ne sait à quoi elle correspond, éventuellement d'attraire un individu devant la juridiction pénale. Ensuite, on a, toujours dans cette extension du droit pénal, un élargissement des objets de la répression, alors qui est implicite dans ce que je viens de vous dire, mais qui est assez évident d'un point de vue statistique quand on prend cette fois le contentieux pénal. Depuis les années 70, je vous l'ai dit, on a le développement de contentieux qui sont des contentieux qu'on a appelés d'ordre public. Alors, ordre public au sens de la police administrative, c'est-à-dire sécurité, salubrité, tranquillité. Aujourd'hui, plus de 50% de l'activité des juridictions pénales, c'est de la délinquance routière et c'est des stupéfiants. Alors, pour vous donner là encore une perspective historique, les stupéfiants, quand on crée l'infraction de consommation de stupéfiants, c'est assez récent, c'est 1970, c'est fait pour une seule chose, c'est pour permettre aux juges d'ordonner, de prononcer une injonction thérapeutique pour, en gros, que les personnes qui utilisent de l'héroïne aillent se faire soigner parce qu'elles sont dépendantes. L'idée, c'est ça. C'est cure des intoxications. Il y a 2000 condamnations par an, 2000, 100 départements, 20 par département et par an, 1,5 par mois. C'est rien d'un point de vue contentieux. Aujourd'hui, on est à 67 000 condamnations par an. Ça a été multiplié par 33. Et ça fait 14% du contentieux correctionnel. Alors, ça a des conséquences. Comment on fait pour gérer ? Eh bien, il faut voir là-dedans, contentieux routier plus stupéfiant, une des origines de la possibilité pour le tribunal correctionnel de statuer à juge unique. Parce qu'évidemment, c'est du contentieux de masse, objectivé. Vous avez violé la règle, on condamne. Généralement, les juges, alors pour le coup, là, ils n'adaptent pas la peine, enfin, ou si peu. Ils ont des tarifs extrêmement clairs. Mais ça a ses conséquences. Et puis alors aujourd'hui, ça fait tellement un contentieux qu'on veut diminuer, notamment la consommation de stupéfiants, qu'on crée une amende délictuelle majorée. Et donc dorénavant, ça ne passera même pas dans les juridictions. Vous avez un délit, le policier dira c'est 200 tout de suite, ou alors ça sera juridiction, ça sera 200 tout de suite. Voilà. Donc voilà comment ça a des conséquences sur la manière dont on envisage le pénal en termes contentieux. Je vous rappelle quand même que ce qu'on met toujours en avant quand on parle du pénal, c'est-à-dire les violences volontaires entre personnes, c'est 11% du contentieux pénal aujourd'hui. Et que les homicides involontaires qui sont jugés sont à 90% la résultante d'accidents routiers. Donc ce qu'on met toujours en avant, ça existe assez peu d'un point de vue contentieux, en tout cas c'est assez minoritaire. Et les atteintes aux biens ne représentent que 17%. Donc en gros, on est sur 30% du contentieux qui est le droit pénal dit classique, le droit pénal beccarien. Voilà, encore les violences involontaires sont très liées à la route. Je termine par deux éléments. Alors, quand on regarde ces contentieux, il y a une grande absente du pénal, c'est la délinquance d'affaires. La délinquance d'affaires, on ne la trouve pas. On la cherche, on ne la trouve pas. Alors aujourd'hui, là aussi, ça se voit plus parce qu'il y a un parquet national financier, etc. Donc, mais en termes contentieux, ça ne bouge pas beaucoup. Alors peut-être effectivement sur des affaires très particulières, avec beaucoup d'argent à la clé, symboliquement avec des acteurs sociaux, y compris des personnes morales connues, ça existe symboliquement. Donc paradoxalement, on reviendrait à un droit pénal beccarien, mais en termes contentieux, la délinquance d'affaires, on ne sait pas où c'est. Et quand on fait du droit pénal des affaires, on passe notre temps à dire ça.
sait pas trop. Il y a des règles, mais on ne sait pas trop ce qu'on en fait. Je termine en disant qu'il y a une dernière utilisation du droit pénal, qui alors pour le coup est un, je vais reprendre le mot de la deuxième partie, est un dévoiement absolu, c'est que le droit pénal aujourd'hui est le substrat de techniques de contrôle, notamment de techniques de contrôle policiers, en particulier dans la création de systèmes automatisés qui regroupent massivement des données personnelles. Le dernier avatar, alors toute l'histoire est dans l'ouvrage, mais le dernier avatar de tout ceci, c'est le fichier TAJ, le traitement des antécédents judiciaires. Alors, son nom est très très mal choisi, parce que là-dedans, c'est toutes les personnes qui sont en contact avec la police. C'est-à-dire, si vous allez vous plaindre d'être victime d'une infraction, vous êtes dans le TAJ. Aujourd'hui, il y a 30% de la population qui est dans ce fichier. 30%. La légitimation du fichier, c'est « ah bah c'est du pénal ». Et donc là, vous avez un dévoiement absolu. Le droit pénal qui est fait pour défendre les libertés, paradoxalement, pour défendre les libertés contre l'arbitraire, devient un instrument de fichage des citoyens. Et puis, dernière évolution, c'est vraiment mon dernier point. Dernière évolution, je l'ai dit en introduction, il y a le développement depuis quelque temps d'un droit pénal, enfin d'un droit de la conformité. Le droit de la conformité, notamment dans les entreprises, il est né de la volonté de gestion du risque pénal. Les chefs d'entreprise se sont émus de la possibilité qu'on vienne les chercher en disant « il y a une infraction de commise dans votre entreprise, c'est vous qui êtes responsable ». Pour juguler ce risque pénal, on a mis en place des procédures internes pour éviter de tomber dans cette extrémité. Et puis, ça s'est développé. Et on a tout un tas de procédures, les luttes anti-blanchiment, anti-fraude fiscale, les luttes tous les dispositifs antitrust, où aujourd'hui, dans les entreprises, on va construire des règles pour éviter de violer les règles. Mais là encore, c'est totalement le contraire de la philosophie beckerienne qui vous disait « le point de départ, c'est que vous êtes libre. Vous voulez commettre une infraction, il n'y a aucun problème. Simplement, il y aura une sanction à la clé. Et après, on oubliera. » Non, là, on est en amont de l'amont en disant « puisqu'il y a une règle pénale, on va se doter de procédures pour éviter de commettre l'infraction. » Et là, on peut se demander, à titre synthétique, sur cette troisième partie, si le droit pénal, on va dire contemporain, n'est pas un droit pénal qui se trouverait entre la discipline, la sécurité et le contrôle, trois concepts qui lui sont totalement étrangers dans la manière dont on le pense à l'origine, mais ça, c'est pas grave, mais aussi dans la manière dont on l'enseigne assez habituellement. Voilà ce qu'on a essayé de développer dans la troisième partie, ce qui nous a amené à quelques propositions et modélisations à titre de conclusion. C'est Eliade qui va s'en charger. Oui, alors, tout à l'heure, Joël vous disait que ce à quoi on a abouti n'était pas tout à fait notre projet initial. Notre projet initial était effectivement de montrer c'est la transformation du droit pénal. Alors, certes, on vous a montré qu'il y a des éléments de transformation, mais finalement, ce à quoi on a abouti, c'est la constatation que le droit pénal contemporain est construit par strates, par des modèles types de droit pénal, 7 modèles types que nous avons identifiés et qui se superposent, qui coexistent. C'est-à-dire qu'on a le modèle classique beckerien, qui concerne effectivement les infractions très classiques, le meurtre, le vol, voilà, on est sur ce modèle-là, sur lequel se superpose un droit pénal positiviste qui nous a laissé des mesures de sûreté, qui nous a laissé son imprégnation à travers l'approche de la dangerosité. Une strate droit pénal administratif, très clairement avec une dimension disciplinaire qui utilise beaucoup le renvoi, qui est très peu présente, on vous l'a dit, devant les juridictions pénales, mais qui se traite beaucoup par des administrations avec des réponses éventuellement administratives. Il y a ce droit pénal d'ordre public, celui qui nous a amené notamment ces procédures rapides en matière donc d'usage de stupéfiants ou de circulation routière. On doit à ce droit donc les procédures simplifiées. On a des traces d'un droit pénal de l'ennemi qui imprègne en particulier l'approche du terrorisme, avec la tentation, j'allais dire, d'écarter les principes humanistes fondamentaux, d'écarter le principe de culpabilité, d'écarter la présomption d'innocence. On a le droit pénal des droits de l'homme, où effectivement, là, on a ce contrôle exercé par les juges sur le respect des droits fondamentaux. Et puis, on a ce droit pénal de la conformité
qui vient in fine, donc ainsi que Joël vient de vous l'expliquer, sanctionner ceux qui n'ont pas respecté la procédure qui était prévue ou qu'ils ont mis en place, qu'ils étaient pressés de mettre en place pour eux-mêmes se charger de la prévention des infractions. Et tous sont en rupture avec le droit pénal classique, soit dans leur objectif, soit dans leur mode de raisonnement. Aujourd'hui, le droit pénal français, c'est la combinaison, selon nous, de ces 7 modèles. Et cela, dans le silence, j'allais dire, ou en feignant de penser que tout est construit sur le modèle proposé par Cesare Beccaria. Alors nous nous étions arrêtés là de notre écriture et nous avions à ce moment-là envoyé notre tapuscrit à Madame Doireau, qui est la responsable de la collection, et Madame Doireau nous dit « c'est très bien, qu'est-ce que vous proposez ?» On dit « nous on ne propose rien, nous sommes enseignants-chercheurs, on réfléchit. » Elle nous dit « ah non, c'est pas possible, il faut que vous proposiez quelque chose. » Bien. Alors on a repris notre réflexion et voilà quelques propositions que nous avons soumises. La première chose, tout d'abord, dans le cadre de ces propositions, c'est que chacun des acteurs, dans son champ, soit clairvoyant sur la situation et, j'allais dire, observe les résultats, fasse part des résultats et soit conscient du rôle qu'il joue. Je veux dire aux enseignants d'enseigner le fait que le droit pénal n'est pas celui qui nous a été proposé par Beccaria. Peut-être aux juges, peut-être aux avocats, dans le cadre de leurs conclusions, de comprendre quelle est leur action dans le cadre aussi de la construction de ces différents droits pénaux. Donc, j'allais dire une épreuve de réalisme pour toutes les professions du droit. La deuxième proposition, elle est de contrôler la loi pénale. Nous sommes favorables à un contrôle de la loi pénale lors de son élaboration, contrôle de la qualité rédactionnelle. Donc pourquoi ne pas mettre fin, par exemple, à l'incrimination par renvoi, qui est une source d'incertitude, qui est une source d'extension majeure du droit pénal. Puis deuxième type de contrôle, réaliser un contrôle de la nécessité des incriminations. Alors il y a déjà des travaux qui ont été faits, hein, notamment il y avait un groupe qualité de la loi sous l'impulsion de Madame Delmas-Marty qui, à la fin des années 80, avait proposé des critères pour savoir si on devait ou non incriminer. Et puis évidemment, dans le cadre de la réflexion sur ce que nous pourrions proposer, la question la plus délicate a été évidemment celle qu'on n'a pas voulu non plus éluder, la question de la légitimité. Face à cette question du conflit de légitimité, est-ce qu'il fallait abandonner la légitimité démocratique, dire tant pis, dorénavant, c'est la légitimité des droits fondamentaux, elle est entre les mains du juge, on abandonne le principe de la légalité? Ou alors, est-ce qu'à l'inverse, il faut revendiquer la légitimité démocratique et écarter éventuellement, j'allais dire, l'action du juge, tout en ayant conscience que le juge est une pièce maîtresse aujourd'hui dans la protection des droits fondamentaux, dont on sait que la loi n'est pas toujours une protectrice très efficace. Alors, cette question de la légitimité, pour essayer de renouer légitimité démocratique sans renoncer à la protection des droits fondamentaux, on fait une proposition. Ce serait la proposition d'élaborer une LOLP. Une LOLP, une loi organique sur les lois pénales, à l'image de la LOLF, d'accord, qui, donc cette LOLP, ce serait une loi organique qui encadrerait l'adoption des lois pénales. Et dans cette LOLP, on trouverait des critères de pénalisation qui devraient être validés en termes de nécessité et de proportionnalité. De même, cette LOLP pourrait fixer des exigences de qualité rédactionnelle et serait donc le support
et le contrôle, un moyen de contrôle du Parlement sur la nécessité, la proportionnalité et la qualité de la loi, avec comme objectif de redonner au droit pénal son rôle de protection des droits et libertés tel qu'il a été conçu initialement. Nous vous remercions. On a peut-être été un petit peu long, mais c'est toujours la difficulté. C'est l'enthousiasme, c'est l'enthousiasme. Voilà, difficile de... Pas du tout, merci. Merci pour votre présentation très, très dense et intéressante, mais comme l'est votre ouvrage. Alors je reviendrai après sur l'ouvrage, mais vraiment moi, que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt parce que même pour un non-pénaliste, il soulève beaucoup de questions aussi sur les choix qui sont faits dans notre société ou auxquels on est censé participer sur ces choix. Et justement, vous pointez très bien toutes les questions qui se posent et sur lesquelles on ne prend pas suffisamment le temps de réfléchir. Donc voilà, moi j'aurais plein de questions, mais on va laisser, parce que voilà, le temps file, la place peut-être aux questions dans la salle ou en ligne. Je ne sais pas si il y a de premières réactions. Moi Donc Natacha Vigne. Oui, d'autant plus que je dois partir. Assez rapidement. Évidemment, j'étais immédiatement attirée par le titre de l'ouvrage, La pensée contre-révolutionnaire, mais la contre-révolution. Mais c'est juste pour enclencher le débat, je me demande si c'est pas un ouvrage un peu réactionnaire, en fait. Non. C'est ce à quoi. Si vous y avez pensé, je réponds, mais c'est peut-être une manière d'engager le débat, parce que, en fait, moi, je suis très frappée par le fait que finalement, les évolutions que vous exposez très très bien et qui sont vraiment très enrichissantes pour l'esprit, suivent des évolutions beaucoup plus globales. Quand vous avez évoqué la naissance de la naissance de la criminologie, je ne parle pas de M. Boer, je parle bien de la naissance de la criminologie, ça va de pair avec l'histoire des idées politiques et qui naissent à peu près à la même période, les idées politiques réactionnaires, contre-révolutionnaires, et c'est un petit peu le même moment, historiquement parlant. De même quand vous évoquez la place très importante du renforcement de l'exécutif qui vient ou qui peut s'expliquer par le droit de l'Union et la construction de l'Union européenne, oui, ça va avec la construction de l'Union européenne qui a globalement, on va dire, pour effet, pour rester poli, de renforcer les exécutifs bien mieux que ne le fait la Constitution du 4 octobre 58, à mon avis. Donc c'est dans un mouvement, oui, ça l'était déjà, mais ça va dans un mouvement. De même, et troisième et dernier exemple, quand vous exposez la place nouvelle de l'interprétation, sans doute par rapport à l'application, sans aller plus loin sur la différence entre les deux. L'interprétation, c'est en droit pénal, elle va de pair avec un mouvement global de développement quand même de la question préjudicielle en interprétation. Voilà, c'est le rôle aussi de certaines juridictions, des renvois préjudiciels un peu en interprétation sur lesquels maintenant doit statuer la Cour européenne des droits de l'homme elle-même. On lui demande quasiment d'expliquer dans un avis quelle est l'interprétation, quel est le sens que l'on peut donner à ceci ou à cela. Donc en fait, j'apprends, c'est la sensation, j'explique ma sensation, je ne dis absolument pas que vous ne l'avez pas vu, mais on pourrait appliquer un petit peu tout ce que vous révélez à d'autres pans, et c'est en cela que c'est extrêmement
vraiment extrêmement intéressant, hein, que le droit pénal lui-même, quelle que soit sa flamboyance, hein, même s'il est très glacial à mon sens. Hein. Vraiment, le code pénal est glacial, hein, enfin, je trouve glacial. C'est fait pour. Voilà, c'est aussi dans un mouvement d'ensemble que l'on peut parfaitement regretter. Hein. Ça, c'est pas, là n'est pas mon propos. Donc cette matière idéalisée, elle est dans un mouvement. Il faudrait peut-être arrêter d'idéaliser la discipline, je ne sais pas. Mais c'est très exactement ce qu'on propose. En fait, alors, que notre propos soit réactionnaire, je ne crois pas. L'idée, c'est pas ça, mais évidemment. Oui. Non, mais évidemment, le propos n'est pas réactionnaire. Le propos n'est pas de dire revenons à Beccaria. Absolument pas. C'est juste impensable. On n'est pas dans le même monde, donc on ne pourrait pas. Et aujourd'hui, il y a des choses extrêmement choquantes par rapport à Beccaria. Il y a des choses qui seraient inacceptables. Du point de vue de ce qu'il appelle la modération des peines, pour nous, serait d'une sévérité totalement intolérable. Par exemple, l'esclavage perpétuel, qui serait contraire aux droits de l'homme, etc. Donc le propos n'est pas du tout de dire revenons en arrière. Le propos, c'est de dire on a une analyse de discours. Il y a un discours beccarien, et on prétend que le discours beccarien permet encore de décrire le droit pénal actuel. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de dire, attention, comment fonctionne le droit pénal actuel? Est-ce qu'il est vraiment là-dessus? Et ce qu'on veut, c'est essayer d'amener un certain nombre d'éléments pour dire, eh bien non, le droit pénal n'est pas ce qu'on prétend qu'il est. Très bien, jusque-là, c'est pas très important. Ce qui est ennuyeux, c'est que le droit pénal, ce sont les libertés publiques. Et que cette contre-révolution objective, le fait d'avoir une réalité qui est contre-révolutionnaire, le problème, c'est que touchant à des libertés publiques, elle est silencieuse. C'est-à-dire que si on pouvait décrire l'évolution, petit à petit, on va faire une petite exception, une petite interprétation. Et puis, mis bout à bout, on se rend compte in fine qu'on a créé quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'on voulait créer. Donc, ce qui nous ennuie, c'est le silencieux parce qu'il n'y a pas de débat. Depuis quand y a-t-il eu, depuis quand n'y a-t-il pas eu plutôt un débat au Parlement pour dire, ok, c'est quoi le droit pénal? En 1994, il n'y a pas eu ça. Ça a été extrêmement technique, ça a été quasiment une recodification à droit constant. Rappelons qu'en 1994, avec le nouveau code pénal, le Conseil constitutionnel n'a pas été saisi. C'est quand même assez étonnant sur une matière comme le droit pénal. Alors peut-être que les retraites sont plus importantes en termes de liberté publique, puisque là tout le monde saisit le Conseil constitutionnel que le droit pénal, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui nous pose une difficulté. En fait, le but, et je vais arrêter là sur ma réponse, le but ici, c'est une prise de conscience politique de ce qu'est le pénal aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on en fait? Pas grand-chose. Alors nous, dans les propositions qu'on a faites, effectivement, on se dit on ne peut pas abandonner la démocratie, ce n'est pas notre conviction. Et de toute façon, en tant que juriste, c'est un peu dans la Constitution, donc on a un peu du mal à dire sortons de tout ça. Et on ne peut pas abandonner les droits de l'homme. Aujourd'hui, c'est strictement impensable. Donc, comment concilier les deux? C'est ça qu'on a essayé de faire. Voilà. Juste, moi, j'aimerais souligner le fait que tu pointes quelque chose qui était peut-être effectivement du non-dit. Tu poses finalement la question, tu nous dis, le droit pénal, il est pris dans un mouvement plus général et il doit suivre le mouvement. Ben, c'est justement la question qu'on pose. Parce qu'à l'origine, et c'est ainsi que le conçoivent Cesare Beccaria, mais aussi Portalis, fait une distinction entre le civil et le pénal. Il dit que ce n'est pas la même nature. D'un côté, on a effectivement des règles entre les particuliers, de l'autre, on a un droit sanctionnateur. Un droit dit, qu'on dira après, odieux. Un droit qui est sévère dans les peines qu'il propose. Et du coup, le régime qui lui est fait n'est pas le régime ordinaire. Or, tu as absolument raison. Tous les mouvements dans lesquels il est pris, aujourd'hui, ne distinguent pas la règle pénale du reste. C'est-à-dire qu'elle est devenue ordinaire. Mais c'est justement ça qu'on pose comme question. Est-ce qu'il faut vraiment qu'elle soit ordinaire? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est une question d'échelle des peines? Ben c'est tout, c'est l'extension, toute la troisième partie qui montre que ça part tous azimuts. C'est ça, ouais. Déjà, si tu veux. Est-ce que voilà. La peine la pire, c'est 6 mois d'emprisonnement avec sursis ou l'annulation d'un contrat qui me fait perdre 5 millions d'euros et qui m'oblige à licencier? Je ne sais pas.
C'est la question. Mmh. Oui, Mmh. oui, 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 oui. Voilà. D'un point de vue symbolique, il n'y a pas de question, c'est le pénal. D'un point de vue symbolique, il n'y a pas de question, c'est le pénal qui est fait. Et oui, mais c'est ça le cœur du pénal. Et une des difficultés, c'est que ça ne l'est plus. Pour revenir au point de départ, la sanction pénale, on dit souvent ça, elle n'est pas faite pour la personne qu'on punit. Elle est faite pour dire à toute la société, vous avez violé une norme sociale fondamentale. Et donc, voilà, on est au-delà de la situation individuelle de la personne, toujours. Après, socialement, effectivement, tu as raison. On a une LOLF, on n'a pas de LOLP. Voilà. La question, c'est quels sont nos choix. Oui. Voilà, je crois que ça pose la question du choix. Mais c'est vrai qu'il y a une différence pour travailler le disciplinaire en ressources humaines. Franchement, on voit bien que le conseil disciplinaire n'est pas une juridiction qui applique du droit pénal, hein, parce que on ne peut pas prononcer d'amende, il n'y a pas d'emprisonnement. Mais quand même, hein, on peut quand même suspendre un fonctionnaire 2 ans sans traitement. Alors, mais du point de vue de la Cour européenne des droits de l'homme, il n'est pas certain que ça n'appartienne pas à la matière pénale. Ils ont dit que pour le moment que ça relevait de l'article 6.1. Oui. Et après, ça bascule dans le 6. Voilà. Voilà, une petite nuance. Pour Donc, poursuivre, vraiment, merci beaucoup. Parce que je voulais vous transmettre des remerciements aussi sur le chat pour votre présentation. Et notamment, je vais peut-être donner la parole à Maître Coé, qui voilà, relève tout l'intérêt de votre présentation et qui dit que ça peut nourrir leur plaidoirie. Alors je ne sais pas si, Maître, vous souhaitez intervenir directement. Voilà, c'est bon. Bonjour. 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 Bonjour à tous. Merci infiniment pour ce travail et bien évidemment, je vais me précipiter pour l'acquisition de cet ouvrage parce qu'effectivement, je pense que nos plaidoiries sont parfois trop factuelles et on oublie l'aspect politique qui a été bien souligné par votre travail. Et moi, il m'arrive assez souvent de dire aux magistrats qu'ils sont le dernier rempart pour justement faire en sorte que notre démocratie soit respectée et puis surtout qu'ils ont aussi, c'est vrai, un contrôle de l'application de la loi pénale. Moi, je me posais des questions sur la QPC parce que je la vois très peu utilisée et je me dis, est-ce que ça serait pas également un bon outil à notre disposition pour alerter, attirer l'attention sur des lois qui peuvent effectivement paraître assez peu conformes à la Constitution. Voilà, c'est une question. En tout cas, merci infiniment et merci pour ces recherches. Ça nous est très précieux à nous autres praticiens. Merci beaucoup, c'est très agréable à entendre. Ça évite le discours habituel sur le fossé entre l'université et le palais. Tu veux commencer à répondre? Oui, juste pour la QPC, moi je crois qu'effectivement elle a un effet très bénéfique dans la mesure où elle a permis aussi, alors je parle sous le contrôle de Natacha, même si elle est en train de partir, où elle a permis aussi de multiplier, j'allais dire, les saisines a priori, ce qui était une bonne chose. On soulignait tout à l'heure que les 4 lois de 92 qui constituent le droit pénal, le code pénal, n'ont pas été soumises au Conseil constitutionnel. Pour moi, c'est incompréhensible. Pour moi, ça, c'est absolument incompréhensible. Donc, je crois que la QPC, elle est là pour remédier à ça. Il faut penser aussi historiquement que, par exemple, l'emprisonnement de police, le Conseil constitutionnel le censure en 1973 et il va s'appliquer jusqu'en 1992. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de moyens de faire contrôler les lois qui sont mises en œuvre à ce moment-là. Voilà. Donc ça va être la loi qui adopte le code pénal, l'une de ces lois qui, refaisant l'échelle des peines, supprime l'emprisonnement correctionnel. Bien là, je crois qu'effectivement, c'est le moyen de faire censurer les textes. C'est un moyen extrêmement important et salutaire. Et je vais ajouter un élément qui est que une QPC, il y en a une et ô combien importante à propos de la garde à vue. Parce que quand même le Conseil constitutionnel a considéré qu'une norme qui était constitutionnelle en 1993 ne l'était plus quelques années plus tard du fait de la mise en œuvre. Ce qui en plus met le Conseil constitutionnel dans une position très juge des droits de l'homme qui va juger la norme pénale et aussi sa mise en œuvre. Donc ça, c'est extrêmement puissant.
Alors, ce ne sont pas des QPC, mais je vous rappelle qu'il y a un certain nombre d'avocats qui viennent de déposer un certain nombre de recours contre l'action policière dans les manifestations, qui renvoient aussi à un certain nombre de pratiques, de pratiques objectives. Et je crois savoir qu'il y a en cours un certain nombre de QPC sur l'articulation entre le droit pénal administratif et les principes pénaux, en disant que dans certaines normes administratives, il n'y a pas d'élément moral et que ça pose une difficulté. Et puis je ne peux m'empêcher de me dire que des infractions comme le racolage passif, par exemple, ne respectent pas le code pénal, puisque en l'occurrence, il n'y a absolument aucun élément matériel. Et donc c'est effectivement un instrument qui me paraît pouvoir être utilisé avec toutes les contraintes qu'il y a à l'instrument, parce que c'est quand même une vraie technique aujourd'hui. C'est vrai, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Nous avons une autre question, Camille, notre collègue Camille Delajarte qui souhaite réagir. Je te laisse la parole, Camille. Merci Marilyn. Je vous remercie tous les deux pour votre présentation qui était vraiment extrêmement lumineuse, brillante, éclairante, et de voir voilà, toutes les évolutions, les différentes strates, les propositions que vous faites, et puis au-delà des propositions, la vraie question fondamentale que vous posez. C'est-à-dire, voilà, emparons-nous de cette question. Bon, j'ai donc beaucoup apprécié votre travail. J'ai été interpellée, Joël, lorsque tu as parlé du fait qu'il n'y avait pas de droit pénal des affaires, qu'il n'y avait pas de qu'il n'y avait pas de contentieux en droit pénal des affaires. Et la question que je me pose et que je vous pose, c'est il n'y a pas de jurisprudence peut-être publiée en la matière, mais ça ne signifie pas forcément qu'il y ait du contentieux. Peut-être que je fais une erreur sur l'aspect, par exemple, si je prends l'exemple du fiscal, peut-être que néophyte que je suis, j'assimile sanctions à matière disciplinaire et sanctions administratives et que j'en fais du pénal, etc. Mais tout ce qui est de l'ordre de la transaction, des négociations, voilà. S'agit-il du consciencieux et comment vous articulez, comment vous intégrez cette dimension actuelle du droit pénal ou des droits sanctionnateurs, je sais pas comment on pourrait dire, qui intègre peut-être que ce n'est plus de la répression mais de la régulation, et avec tous les enjeux qui sont derrière, finalement c'est plus important de récupérer de l'argent plutôt. Voilà, bon, j'exprime mal sans doute ma question, mais voilà, comment vous réagissez par rapport à cet aspect-là d'un éventail de sanctions qui est plus dans la sanction mais dans les transactions et les modes négociés de solutions. Alors, c'est extrêmement intéressant. Je vois qu'Eliette est allée chercher, a ouvert son ordinateur pour trouver des choses, donc je prends la parole en premier, mais je pense qu'elle complétera. Je confirme, le droit pénal des affaires, il n'y a pas de contentieux. Alors, il n'y a pas de contentieux. Les dernières informations qu'on ait dans un infostage justice spécifique datent de 2002, si je ne m'abuse. À propos de ce qui se passait en 99, ça commence à dater, mais à l'époque, on était à 0,1% du contentieux. Donc, je parle bien de contentieux. Et paradoxalement, comme ce sont des affaires dans lesquelles les personnes ont des moyens, il peut y avoir beaucoup plus de jurisprudence que de contentieux. Ça peut être ça peut donner lieu à tout un tas de recours jusqu'à la Cour de cassation, sans pour autant un grand contentieux. Et sur les 0,1% dont je parle, on a 40% qui sont des infractions sur les douanes. Les infractions sur les douanes, c'est qu'on a chopé les gens à la frontière et on va les sanctionner. Alors pourquoi on va les sanctionner? Souvent, ce sont des étrangers. Les chiffres 2020. Et chiffres 2020, que dans les statistiques de traitement du ministère de la Justice, 34 282 affaires économiques et financières poursuivables. Sur 660 000 en termes correctionnels. D'accord. 25 398 alternatives, donc tu vois le traitement, 1024 compositions pénales et 7 860 poursuites. Sur une année. Voilà, sur 600 000, donc on est sur la même chose. C'est absolument ridicule, tu vois. C'est vraiment le contentieux. Ouais. Et alors je vais rebondir sur deux autres de tes remarques et je vais le faire vite. Quand on enseigne le droit pénal des affaires, en tout cas quand moi je l'enseigne, je commence par dire droit pénal des affaires, est-ce qu'on n'est pas face à un oxymore? C'est-à-dire droit pénal d'un côté, c'est une logique, vous violez la règle, vous êtes sanctionné. Droit des affaires, c'est business as usual, on trouve des moyens, on transige et on continue. Est-ce que ça a un sens de dire droit pénal des affaires? Et quand on fait un peu de sociologie criminelle, quand on va voir ce qu'ont fait les Américains dans les années 30, des gens comme Sutherland, etc., on se rend compte qu'il y a un vrai problème, il y a un vrai hiatus. Ce n'est pas du tout la même logique. Et on sait bien qu'en matière fiscale, on a beaucoup de difficultés à trouver un système qui permette à la fois de dire quand quelqu'un ne paye pas son impôt, l'idée c'est de le récupérer.
d'une part, et d'autre part, quand il viole la loi pénale, puisqu'évidemment la fraude fiscale est pénalement sanctionnée, il faut le sanctionner. Et on sait que pour l'instant, ce qui marche le plus, c'est la première situation. Je récupère l'impôt, et ce n'est que de manière très récente qu'on a fait évoluer le verrou de Bercy. Mais je te rappelle que jusqu'à une période très récente, 2018 si je ne m'abuse, le procureur de la République ne pouvait pas poursuivre si Bercy ne lui demandait pas de le faire. Et quant au droit pénal sanctionnateur, moi j'ai fait un cours il y a quelques années de droit répressif des produits de santé, où je faisais le continuum entre droit disciplinaire, sanction administrative, droit pénal. Je pense que c'est une chose qui est assez peu pensée aujourd'hui. Il doit y avoir 2 thèses à ma connaissance là-dessus, et c'est vraiment une chose qu'il faut penser, parce qu'on est effectivement sur, tu as utilisé les termes, sur un droit répressif. Donc j'adhère totalement au questionnement et à la nécessité de creuser cela. Oui, il y a une réflexion s'agissant du droit des affaires. Alors, tu as vu en termes de contentieux, j'allais dire presque effectivement comme Joël, qu'on a plus de jurisprudence que de contentieux. Je suis d'accord avec toi, je crois qu'il y a des modes de traitement sur lesquels on s'oriente aujourd'hui, qui ne sont pas des modes pénaux de traitement, mais ce qui ne me choque absolument pas, parce que vouloir répondre par du pénal à j'allais dire, tous les illégalismes, ce n'est peut-être pas la bonne solution aussi. Donc voilà, on n'est pas pour le tout pénal non plus. Merci.